C'était un vieil homme des plus ordinaires dans les rues d'Allemagne. Il avait pour habitude de fumer une cigarette devant la porte de l'entreprise. En entrant dans le hall, il ne cessait de tousser, et le vigile à la réception, familier avec lui lançait toujours quelques plaisanteries. Mais cette fois-là, le vigile l'interpella soudainement. Le vigile lui posa une question sans y prêter attention, mais cette simple remarque fit perler de sueur froide sur le front du vieillard. Dans l'ascenseur qu'il empruntait, une affiche montrait son patron, candidat à la chancellerie allemande pour l'extrême droite, posant aux côtés de son fils Elias. Il monta jusqu'au dernier étage du bâtiment. Après avoir salué le garde près de l'ascenseur, il poussa son chariot de nettoyage dans la zone des bureaux. Mais le vigile avait une impression étrange. Ce soir, le vieil homme paraissait différent. Mais quelque chose clochait. Il était déjà tard. Le fils du patron, Elias, se trouvait encore dans les locaux, en train de réprimander une employée. Le vieil homme jeta un bref regard dans leur direction, puis entra silencieusement dans le bureau vide d'en face. Un seul tir. Elle tomba raide morte, une balle en pleine tête. Le vigile, croyant avoir entendu un bruit, se leva pour vérifier et aperçut le vieil homme qui poussait son chariot hors du bureau. Sa véritable cible était Elias. Il le poursuivit en tirant sans relâche. Pris de panique, Elias se réfugia dans la cage d'escalier de secours. Le vieil homme, calme et méthodique, se posta à l'entrée, retint son souffle, visa soigneusement et tira. La balle frappa la jambe d'Elias sur le côté. Une deuxième balle atteignit sa cuisse. Terrifié, Elias hurla et se couvrit la tête. Mais contre toute attente, la dernière balle du vieil homme dévia légèrement, lui laissant la vie sauve. L'homme courut rapidement jusqu'au balcon. Au loin, les sirènes de police et d'ambulance hurlaient en direction de la société. Il lança plusieurs grenades fumigènes vers le bas, accrocha une corde à la rambarde, se laissa glisser par-dessus et disparut dans la fumée. De retour dans sa chambre d'hôtel, il se plaça devant le miroir. Il ôta sa prothèse dentaire, arracha ses faux cheveux, puis déchira le masque qui lui couvrait le visage. Son vrai visage apparut enfin, celui d'un jeune homme au regard froid et dur. C'était un ancien tireur d'élite légendaire de l'armée britannique, aujourd'hui connu sous le nom de code le Chacal, et sa mission n'était pas encore terminée. Le lendemain, Manfred, candidat à la chancellerie, se rendit sous haute protection à l'hôpital pour rendre visite à son fils blessé. Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôtel, le Chacal sortit un petit moulin à vent rouge et le planta sur le balcon pour mesurer la vitesse du vent. Puis il commença à assembler son arme. Tout son arsenal était dissimulé dans une simple valise, la poignée télescopique servait de canon, la structure métallique de la valise formait le corps de l'arme, un support de perche à selfie faisait office de crosse, la serrure à combinaison devenait la détente et dans les 4 roulettes étaient cachées 4 balles de calibre .338 Lapu à Magnum. En un instant, le Chacal avait monté un fusil de précision complet. Sa cible, l'entrée de l'hôpital à 3800 mètres de distance. Pour un non-professionnel, il faut savoir que le record mondial de tir de sniper, établi par l'Ukrainien Vyacheslav Kowalski en 2023, était de 3540 mètres, visa le mur de l'hôpital et tira une première balle. 6 secondes plus tard, un impact apparut sur le mur, il corrigea la trajectoire. Deuxième tir. Coup au but, parfaitement précis. À ce moment-là, le convoi de Manfred arriva à l'hôpital. Devant l'entrée, une foule nombreuse manifestait contre lui. Pour des raisons de sécurité, le chef de la garde ordonna de le faire entrer dans l'hôpital en moins de 10 secondes. Le Chacal ne quittait pas la porte d'entrée des yeux. La portière s'ouvrit, un coup de feu. Manfred tomba, criblé d'une balle en pleine tête. Le chef de la sécurité saisit immédiatement sa longue vue et visa la tour d'en face. Il aperçut, à la fenêtre du 16e étage, un reflet qui bougeait. Mais le Chacal ne démontra pas tout de suite son arme. Il resta immobile pendant 3 secondes, comme s'il voulait que le garde le repère. Puis calmement, il démonta le fusil, rangea le matériel, plaça une bombe à retardement dans la chambre et quitta les lieux en déclenchant l'alarme incendie. Il prit le volant d'une Mercedes-Benz de 1986, croisant plusieurs voitures de police lancées à vive allure. Il gara ensuite la Mercedes dans un autre parking, prit sa valise, monta dans une Audi qu'il avait préparée à l'avance et s'éloigna tranquillement. Pendant ce temps, l'hôtel qu'il venait de quitter était entièrement cerné par la police. Les unités spéciales SAK pénétrèrent dans le bâtiment. Mais à peine eurent-elles enfoncé la porte qu'une explosion retentit. Au même instant, la Mercedes garée dans le parking explosa également, effaçant toutes les traces du Chacal. Le soir venu, l'Allemagne plaça toutes ses frontières sous état d'alerte. Mais le Chacal, désormais vêtu d'un costume britannique élégant, traversa calmement la frontière. Il présenta un faux passeport au douanier, s'exprimant d'un ton posé et distingué, lunettes dorées sur le nez. Les policiers inspectèrent minutieusement son Audi avant de constater qu'il n'y avait à bord qu'un jeu d'échecs en ivoire. Ils le laissèrent passer. Le Chacal arrive ainsi à Paris. Dans une gare, il entra dans un café, sortit son ordinateur portable, se connecta à son réseau sécurisé à l'aide d'une clé USB et contacta le commanditaire de sa précédente mission pour réclamer le solde du paiement. Alors qu'il attendait la réponse, un message inconnu apparut à l'écran. Un nouveau client souhaitait l'engager, à prix d'or, mais exigeait une rencontre en personne. Or, le Chacal ne rencontrait jamais ses clients. Toutes ses transactions se faisaient en ligne. Mais contre toute attente, ce nouveau client insista, offrant 10 millions pour ce rendez-vous. C'était le plus gros contrat de toute sa carrière.